Ok, alors il est midi. On va pouvoir commencer cette présentation. Donc, bonjour à tous et bienvenue. Donc, c'est une présentation sur les nouvelles pompes à insuline, qu'on appelle aussi les pancréas artificiels. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière clinicienne et je travaille pour le projet Better. Et j'ai travaillé à développer une partie d'un programme de formation qui s'appelle Support, qui est un programme de formation en ligne pour les adultes qui vivent avec le diabète de type 1 et qui sont inscrits au registre. Et je présente aujourd'hui avec Marie. Marie, je ne sais pas, on ne te voit pas pour l'instant, mais tu vas sans doute nous dire allô après. Marie, tu es infirmière, tu travailles à l'Institut de recherche clinique de Montréal et tu coordonnes et participes à beaucoup de projets en lien avec le pancréas artificiel, donc ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et tu es aussi éducatrice agréée en diabète. Allô Marie, tu nous entends? Oui, très bien, merci Sarah. Ok, parfait. Alors, je vais commencer sans plus tarder parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. On a vraiment hâte de partager tout ce beau contenu avec vous et vous allez pouvoir donc, pendant la présentation partager vos questions. On avait déjà mis un sondage quand vous vous êtes inscrit à la présentation et on a déjà reçu, je pense, plus d'une centaine de questions. Mais vous pouvez donc, si vous en avez, vous pouvez les partager grâce à la fonction. Je pense que j'ai mis Q&A, mais je pense que en français c'est Q et R probablement. Donc n'hésitez pas à nous les envoyer. On a Delphine qui est cachée en coulisses et qui va nous les faire parvenir. On prendra un petit temps pour répondre à ces questions à la fin. Comme je disais, on en a déjà reçu beaucoup, donc probablement que vous allez trouver déjà des réponses dans la présentation. En tout cas, j'espère que ça va répondre aux questions. Alors, quelques chiffres pour commencer. Comme vous savez, le registre Better, c'est un peu comme un recensement des personnes qui vivent avec le diabète de type 1 au Québec. Vous êtes plus de 1800 à être inscrits déjà à ce registre-là. Donc, ça nous permet déjà d'avoir une idée de ce qui se passe au Québec. Et donc, j'ai été chercher des chiffres qui sont en lien avec ce dont nous allons parler. Les pompes à insuline sont utilisées par 41% des adultes et 47% des enfants qui sont inscrits au registre Better. C'est peut-être un peu au-dessus de ce à quoi on aurait pu s'attendre, mais comme je vous dis, c'est 1800 personnes pour l'instant, donc c'est peut-être pas représentatif de toute la population au Québec. Les lecteurs de la glycémie en continu sont utilisés par 78% des adultes, 73% des enfants, c'est des chiffres assez similaires. C'est beaucoup et ça s'explique aussi probablement par les remboursements par la RAMQ, du Freestyle Libre il y a à peu près 2 ans et donc du Dexcom G6 qui s'en vient maintenant. C'est ça, on peut s'attendre à ce que ces chiffres continuent d'augmenter dans les prochaines années. Les pancréas artificiels, quand j'ai pris en tout cas ces informations-là dans le registre, on met à jour les questionnaires chaque année. Et donc, quand j'ai pris ces chiffres-là, il n'y avait qu'un seul pancréas artificiel disponible au Québec. Et donc, c'est pareil, ces chiffres vont probablement évoluer, mais on avait 22% des adultes qui étaient inscrits au registre Better et qui utilisaient une pompe à insuline, qui utilisaient un pancréas artificiel. En l'occurrence, c'était 670 G de Medtronic. On vous donnera un peu plus de détails sur les différentes technologies par la suite. On commence, alors c'est ça, vous avez rempli un sondage quand vous vous êtes inscrit au webinaire. Ça nous permettait surtout de savoir qui vous êtes et à nous suivre aujourd'hui et de savoir que vous êtes un peu plus de la moitié aujourd'hui à ne pas avoir de pompe à insuline du tout. Donc on s'est dit que ça serait quand même bien de commencer par quelques bases pour que vous soyez en mesure de comprendre la suite et tout ce qui va être en lien avec les pancréas artificiels. Alors, comment fonctionne l'insuline avec une pompe à insuline? L'insuline avec une pompe à insuline, c'est différent de quand on injecte l'insuline, évidemment, avec des stylos ou des seringues. Et la principale différence de ça, c'est que ça n'utilise que de l'insuline rapide. Donc, Novorapid, par exemple, vous avez Humalog, vous avez Apidra. Et donc, il n'y a pas d'insuline lente. L'insuline lente, c'est celle qu'on administre une fois par jour, souvent le soir ou le matin. Et ce que la pompe à insuline, elle fait, elle va prendre cette insuline rapide-là et elle va l'injecter de façon continue
pour remplacer donc l'insuline lente. Elle va en donner un petit peu tout au long de la journée et de la nuit. Et on appelle ça le débit basal. Le débit basal, il va varier selon les moments de la journée en fonction des besoins que vous avez et de bien souvent de ce qui est programmé dans la pompe à insuline. Les petits schémas que vous avez en dessous, en bas à gauche, c'est ce qui se passe quand vous donnez l'insuline avec un stylo à insuline. Vous allez donner votre insuline lente à un moment donné et cette insuline lente va commencer à agir et va agir de façon assez stable pour 24 heures. Ça dépend des insulines lentes, il y en a des plus ou moins longues. Quand vous le faites avec une pompe à insuline, donc comme je dis, c'est de l'insuline rapide et vous observez ces sortes de petits paliers. Là, je ne sais pas si vous voyez la pointe de ma souris, mais ça fait comme des petits paliers et ça permet donc vous voyez en fait les différents débits qui sont programmés tout au long de la journée. Par exemple, je prends un exemple, quelqu'un qui aurait besoin de plus d'insuline basale le matin pourra être en mesure de le faire avec la pompe. Il pourra dire de telle heure à telle heure, je voudrais avoir plus d'insuline basale. Il va pouvoir le programmer. À l'inverse, si on a besoin de moins d'insuline pour une période de la journée, par exemple la nuit, je vais également pouvoir le faire. Donc ça, c'est pour le débit basal. Mais l'insuline, elle permet également de donner des bolus d'insuline. Les bolus, c'est ça remplace ce que vous donneriez avec un stylo pour les repas, par exemple, ou pour corriger une glycémie qui serait trop élevée. Donc ça s'appelle évidemment les bolus et donc on considère les repas d'un côté et l'insuline pour corriger la glycémie de l'autre. Donc c'est plus pour répondre à des besoins qui sont ponctuels. Le schéma en bas à gauche, vous voyez, donc vous avez toujours de dessiner l'insuline lente en vert, mais vous avez donc maintenant ces insulines rapides qui s'affichent ici pour les 3 repas de la journée. Et donc, en comparaison, à peu près la même chose pour la pompe à insuline de l'autre côté. Cette méthode d'administration avec la pompe, son intérêt, c'est que ça vise à imiter la sécrétion du pancréas. Fait que ça va vraiment imiter ce que le pancréas fait de façon naturelle. Le pancréas, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner de l'insuline tout au long de la journée et de façon ponctuelle pour répondre à des besoins ponctuels, justement, comme par exemple pour les repas ou pour corriger une glycémie qui serait élevée. Ici, on vous a mis une diapo pour vous parler un petit peu de l'insuline active. Alors, l'insuline active, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est l'insuline qui, de façon simple, reste à agir depuis la dernière injection qui a été donnée. Par exemple, si vous donnez une injection d'insuline rapide à 10 heures le matin, l'insuline rapide, elle agit pendant à peu près, on va dire, 4 heures. Fait que si à midi, vous vous redonnez de l'insuline, vous avez encore de l'insuline qui reste à agir de la précédente injection. Je ne sais pas si c'est très clair, mais vous avez le petit schéma en bas à gauche. Donc, vous voyez, à 10 heures, on aurait donné une injection, par exemple, pour un déjeuner. Si je prends mon dîner, admettons, à midi, il me reste encore de l'insuline à agir de mon injection de 10 heures. Et donc, plus on fait ça et plus on a de risques de faire une hypoglycémie parce que l'insuline, on dit qu'elle s'accumule et donc le risque d'hypoglycémie, lui, augmente pendant ce temps-là. L'avantage d'une pompe à insuline, c'est qu'elle va calculer cette insuline active-là en tout temps. Elle va le calculer et puis elle va non seulement le calculer, mais elle va vous l'afficher sur l'écran. Fait que en tout temps, vous êtes capable de regarder l'écran et de voir combien il reste d'insuline active à agir. Et elle va faire autre chose, c'est qu'elle va prendre cette insuline active-là et elle va être capable de l'enlever, par exemple, d'un bolus de correction ou d'un bolus de repas dépendant de la glycémie. Elle va pouvoir soustraire cette insuline-là pour éviter les hypoglycémies. Pardon. Il y a bien d'autres fonctions que la pompe à insuline offre. On a vraiment essayé de cibler les choses les plus importantes pour que vous puissiez comprendre comment le pancréas artificiel fonctionne, puis les éléments clés de ces nouveaux systèmes-là. Je vais parler un petit peu ici des éléments qui constituent une pompe à insuline. Une pompe à insuline, c'est constitué de 2 principaux éléments. Vous allez avoir un boîtier électronique. Ce boîtier, c'est un peu comme une télécommande. C'est là-dedans qu'on programme. On va lui dire qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse. Puis, c'est aussi lui qui va permettre de donner les bolus si, par exemple, je veux m'en donner.
il fonctionne généralement avec des piles ou une batterie rechargeable. Et pour la plupart des pompes à insuline, il va contenir un petit moteur. Et ce moteur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pousser l'insuline pour qu'elle puisse être injectée dans le corps. Et donc, l'autre partie de la pompe à insuline, c'est un système de perfusion. Le système de perfusion, il en existe deux sortes. Vous avez des systèmes de perfusion et vous voyez les images en bas. Encore une fois, je ne sais pas du tout si vous voyez ma souris, mais en bas à gauche, vous avez un système de perfusion avec une tubulure. Une tubulure, c'est comme un fil qui va rattacher donc le cathéter, qui est la partie blanche et qui se fixe sur la peau. Il va rattacher cette partie-là à la pompe à insuline. Le cathéter, il comporte une petite canule. La canule, c'est comme un petit tube, la plupart du temps, c'est souple. Et ce petit tube-là, c'est ce qui se met sous la peau pour permettre à l'insuline d'être perfusée. Et donc, le deuxième système n'a pas de fil, ça s'appelle un pod. Et donc, ce pod il va contenir l'insuline. Donc, l'insuline est dans le pod. Il se fixe sur la peau également. Et vous avez donc une petite canule également pour le pod qui vient sous la peau et qui permet cette perfusion. Ces systèmes-là, donc que ce soit avec un fil ou sans fil, se changent toutes les 48 à 72 heures. Et je vais apporter une petite précision, mais c'est important de les changer régulièrement et de respecter ces temps de change-là, parce que la pompe ne donne que de l'insuline rapide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si à un moment donné, il y a quelque chose qui ne fait que l'insuline ne passe plus ou n'est plus perfusée dans le corps, la glycémie peut augmenter très rapidement parce que vous n'avez pas ce petit backup d'insuline lente qu'on a quand on donne avec les injections, avec les stylos. Donc, ça peut monter très rapidement. Donc, il faut être vigilant, il faut en prendre soin et le changer régulièrement. C'est vraiment une base pour ne pas avoir de problème avec la pompe à insuline. Alors, il y a différentes pompes disponibles au Québec. Il y a 4 compagnies que vous voyez sur votre écran. Omnipod, c'est la pompe qui n'a pas de fil. C'est la seule, pour l'instant, disponible au Québec. Vous avez Medtronic, Ypsomed et Tandem. Toutes les 3, ce sont des pompes qui fonctionnent avec des tubulures, donc raccordées par un fil. Puis, je vais vous donner un peu plus de détails sur ça. Je vous ai mis ici des images pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble quand on porte une pompe à insuline. Et Omnipod, on ne voit pas le boîtier, hein, mais évidemment, il y a le boîtier en plus. Tandem et Medtronic, vous pouvez remarquer, vous avez un petit objet supplémentaire sur la peau. Cet objet, c'est le lecteur de la glycémie en continu. Vous en connaissez probablement, Freestyle Libre, Dexcom, il y a Guardian avec Medtronic. Ce lecteur de la glycémie en continu pour Tandem et Medtronic, ça fait vraiment partie intégrante du système de pompe à insuline et c'est ce qui fait qu'on va réussir à avoir les pancréas artificiels. Donc, je voulais que vous voyiez à quoi ça ressemble parce qu'effectivement, il faut penser que ça fait un dispositif en plus sur la peau. Alors ici, un tableau. On a été obligé de le réduire beaucoup. On avait beaucoup de choses qu'on voulait vous partager, mais on s'est dit, OK, on va garder vraiment l'essentiel. C'est un peu les choses à considérer quand on veut avoir une pompe à insuline. Déjà, la première chose, ça va être l'âge, surtout si c'est pour un enfant, parce que en bas de 6 ans, vous avez certaines pompes à insuline qui ne sont pas autorisées à être autorisées en bas de 6 ans. Donc, voilà, ça vous donne un repère un peu desquelles le sont et de celles qui ne le sont pas. Les lecteurs de la glycémie en continu, j'en parlais juste avant, mais donc, comme je disais, Tandem et Medtronic fonctionnent avec des lecteurs de la glycémie en continu. Ce que ces pompes à insuline-là font, c'est qu'elles vont récupérer l'information de ces lecteurs-là. Elles vont être capables de l'afficher et de la prendre en compte sur l'écran. Et ça va vraiment faire une différence. Donc, Tandem avec Dexcom G6, Medtronic fonctionne avec son propre capteur qui est le Guardian 3. Les particularités, c'est qu'est-ce qui fait que cette pompe-là est différente des autres. Pareil, en gras, vous allez voir, c'est un petit peu les principales. Ypsomed, ce qu'elle va permettre, c'est que la tubulure va se brancher directement sur une cartouche d'insuline. Donc, il n'y a pas de manipulation à faire, de remplir un réservoir, etc. C'est directement branché dessus. Omnipod n'a pas de tubulure, donc ça, je pense qu'on en a bien parlé. Et Tandem et Medtronic, donc par le fait qu'ils
communiquent avec ces lecteurs de la glycémie en continu là vont permettre d'avoir ces systèmes qu'on appelle des systèmes de boucles fermées hybrides. Ils vont prendre en compte la glycémie pour faire des ajustements, pour faire des ajustements automatiques de l'insuline. Donc, c'est ça qu'on appelle les pancréas artificiels et Marie va vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Et la dernière chose, c'est le prix, évidemment. Surtout si on n'a pas d'assurance privée et qu'il faut payer de sa poche, c'est important de savoir combien ça coûte. Donc, à peu près 7 000 $ par an. On va grossir le trait pour toutes les pompes à insuline. Mais en gros, à peu près 7 000 $ par an pour l'achat de la pompe et du matériel de départ. Et après ça, vous allez rajouter à ça à peu près 3 000 $ par an pour tout ce qui est matériel. C'est ça, réservoir, cathéter, les tubulures, bref, tous les systèmes de perfusion ou les pods si c'est Omnipod. Petite précision là encore, Tandem et Medtronic fonctionnent donc avec les lecteurs de la glycémie en continu. Le coût de ces lecteurs de la glycémie en continu là sont à ajouter au montant que je viens de vous donner. Et je vais rajouter ceci. Dexcom maintenant est couvert par la RAMQ depuis à peu près 2 semaines pour les personnes qui vivent avec le diabète de type 1. Donc, ça peut vraiment faire encore une différence pour les gens qui n'ont pas d'assurance privée et qui veulent vraiment avoir une pompe à insuline, sont prêts à payer de leur poche. Je pense que c'est quelque chose à garder en tête. Je vais revenir à la diapo. Je voulais juste rajouter quelque chose aussi. Il y a un programme qui couvre les pompes à insuline pour les enfants au Québec. Donc, tout enfant de moins de 18 ans peut avoir la pompe remboursée par la RAMQ. Il faut savoir que dès que l'enfant passe au-delà des 18 ans, ça n'est plus le cas. On espère que ça va évoluer dans les prochaines années, mais pour l'instant, on ne sait pas. Et vous le savez aussi peut-être, mais il y a des crédits d'impôt pour les adultes handicapés. On peut appliquer quand on vit avec le diabète de type 1. Ce n'est pas évident à l'obtenir. Il faut remplir un certain nombre de conditions, justifier que le traitement nous prend un minimum de 14 heures, je pense, par semaine. Et certains médecins ne veulent pas rentrer dans ces papiers-là. Mais si vous avez la chance d'avoir un médecin qui est prêt à vous accompagner là-dedans, vous allez pouvoir, vous pouvez vraiment récupérer un bon crédit d'impôt. J'ai des patients qui ont réussi à payer leur pompe à insuline en faisant cette demande-là parce que c'est rétroactif et qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Donc, à garder ça dans un coin de votre tête. Puis, ces critères-là vont changer. Ça a été annoncé cette année, mais on ne sait pas encore exactement à partir de quand ça va être exactement mis en place, mais vous allez avoir, comme il faut justifier des 14 heures, il y a certains critères qui sont pris en compte et vous allez avoir plein de nouveaux critères qui vont être pris en compte et ça va être beaucoup plus facile de justifier ces 14 heures-là. Alors, les avantages et les inconvénients de la pompe, parce que évidemment, la pompe, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. On va commencer par les avantages. Donc, la pompe permet plus de flexibilité, puisque, comme vous avez vu tantôt avec le débit basal, on est capable de choisir différents débits, par exemple, pour la journée. Elle va permettre de s'adapter plus facilement aux besoins en fonction des heures de la journée. Ça, c'est tiré d'études qui montrent que la pompe permet d'améliorer la qualité de vie, la satisfaction au traitement, mais également obtenir une meilleure gestion de la glycémie. Et ça permet également de faire moins d'hypoglycémie sévère. Puis comme vous avez ce système de perfusion qui reste en place, pour une durée de 48 à 72 heures, c'est évident que vous allez arrêter de vous donner des injections. Vous allez juste avoir à installer le cathéter une fois ou 2 ou 3 jours, puis c'est tout. Ça permet également donc une meilleure gestion des besoins en insuline et de la glycémie lors des activités physiques et des situations particulières. Il y a des fonctions dans la pompe à insuline. Je ne vais pas rentrer dans tous ces petits détails-là, mais vous avez certaines fonctions qui permettent d'ajuster l'insuline pour un temps donné parce que, tiens, je vais faire de l'activité physique ou je ne sais pas, j'ai mes menstruations. Bref, il y a plein de raisons qui font que ça permet de mieux faire face aux besoins, disons, et de s'adapter plus facilement. Les inconvénients,
on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec le système de perfusion, mais vous avez donc, comme vous n'avez que de l'insuline rapide, pardon, le risque d'acidocétose est présent constamment. Ça veut dire que dès que la glycémie augmente, puis vous voyez qu'on a beau donner de l'insuline, ça ne diminue pas, il faut vraiment se poser des questions, rechercher un problème technique, chercher la cause parce que c'est ça, l'acidocétose peut survenir plus rapidement. Le risque d'infection cutanée, vous portez un dispositif sur vous 48-72 heures. Il faut faire en sorte que ce soit propre quand on l'installe et évidemment de le changer régulièrement. Sinon, c'est comme tout, il y a toujours un risque d'infection quand on porte quelque chose sur soi et qui rentre dans la peau. On va dire ça comme ça. Le coût élevé, on en a parlé un petit peu encore sur la diapositive d'avant, mais c'est un inconvénient non négligeable pour les gens qui n'ont pas d'assurance privée. Considération particulière, qu'est-ce que je dois penser quand je veux prendre une pompe à insuline? C'est sûr que ça demande une gestion continuelle du diabète. Vous allez tout le temps avoir la pompe à insuline, il faut tout le temps vérifier la glycémie, s'assurer, comme je disais, que ça n'augmente pas de façon dont on ne trouve pas la cause. En tout cas, vous allez avoir besoin de surveiller quand même continuellement la glycémie et ce qui se passe avec votre pompe à insuline. L'aspect esthétique et pratique, on porte un dispositif sur nous constamment, alors ça se voit. Il y a des manières de le cacher ou de le porter de façon plus discrète, mais c'est quand même quelque chose à garder en tête. Puis aussi, on porte le dispositif pendant 48 à 72 heures, donc des fois, ça peut laisser des petites traces sur la peau, mais c'est aussi le cas avec les injections. Hein. C'est juste, il faut avoir ça en idée que ça ne va pas enlever ces petits défauts-là. L'exposition de l'insuline à l'environnement. Je vais prendre un exemple. Vous allez à la plage, puis vous portez votre pompe à insuline sur vous. L'insuline, elle est dans votre pompe, fait qu'elle est exposée à la chaleur, par exemple, si c'est à la plage, mais ça peut être au froid si vous allez faire du ski de fond. C'est pas comme les stylos que vous pouvez garder dans un endroit et ils vont être à l'abri des changements de température. Là, c'est sur vous, donc c'est encore une fois quelque chose à considérer. Et le dernier point de ça, c'est l'administration manuelle des bolus. C'est un point qu'on a mis, mais ça revient un peu à quand on donne l'insuline avec un stylo ou une seringue. Hein. Si vous oubliez de vous donner votre insuline au repas, vous avez oublié de le faire. La pompe, elle ne va pas vous le rappeler. Elle ne sera pas là pour vous le rappeler. On a mis cette diapo, on voulait vous en parler un peu davantage, mais on va probablement consacrer plus de temps à la partie sur les pancréas artificiels. Mais les lecteurs de la glycémie en continu, c'est quand même une partie intégrante de ces systèmes-là. Donc, juste pour en parler rapidement, je vous ai mis un tableau. Sur ce tableau, vous avez les 3 compagnies qui font des lecteurs de la glycémie en continu au Québec. Donc, vous avez Dexcom, Medtronic et Abbott. Et vous avez donc, on retrouve l'âge comme pour les pompes à insuline. Et on a encadré certaines choses qu'on pense plus importantes que les autres, on va dire. L'affichage automatique des données, c'est est-ce que ce que mon capteur mesure, est-ce que je vais avoir quelque chose à faire pour que ça s'affiche sur mon écran? La plupart vont s'afficher automatiquement, mais vous le savez sans doute, vous en avez entendu parler, mais le Freestyle Libre, il faut scanner le capteur pour récupérer le résultat. On trouve que c'est quand même à considérer quand on choisit de prendre l'un de ces dispositifs. Les autres choses qu'on a encadrées, c'est la possibilité de programmer des alertes. Les alertes, c'est ce qui va vous permettre de dire, tiens, quand ma glycémie arrive à 4,5 par exemple, je voudrais que ça sonne, je voudrais être prévenu, je voudrais pouvoir intervenir. Ou à l'inverse, ma glycémie arrive à 13,5 ou au-delà, je veux être prévenu, je veux recevoir une alerte. Donc, c'est ça que ça va permettre. Le Freestyle Libre, pour ceux qui l'utilisent, donc il y a le Freestyle Libre 2 qui est sorti maintenant et qui permet de recevoir des alertes. Ça reste qu'il faudra quand même scanner le capteur pour obtenir les résultats sur votre écran. Puis ils peuvent aussi vous permettre d'avoir des alertes qu'on appelle prédictives qui vont dire, tiens, dans 30 minutes, admettons, mon dispositif, il pense que je vais être en hypoglycémie, donc il va m'alerter. Ouais. Donc, vous avez pas mal d'alertes différentes. Puis, je pense que c'est vraiment une aide dans la gestion. C'est une aide aussi pour diminuer la charge mentale. Bref, c'est à considérer. Et le remboursement par la RAMQ.
On y revient toujours à ces histoires de remboursement, mais c'est important. Vous en avez présentement 2 seuls qui sont remboursés par la RAMQ. Donc, Freestyle Libre, le premier, pas le 2 pour l'instant, et le Dexcom G6. Pour ça, il faut que le médecin remplisse une prescription et il y a des critères, mais généralement, quand on vit avec le diabète de type 1, on répond à ces critères-là. Donc, c'est ça. On peut considérer qu'il y en a vraiment 2 qui sont maintenant remboursés par la RAMQ pour tout le monde. Ok, je vais passer la parole à Marie qui va rentrer davantage dans le vif du sujet. Marie, je vais arrêter de partager mon écran, je vais te laisser partager le tien. C'est ok pour toi? Oui, c'est parfait. Merci, Sarah, pour cette belle introduction. Alors, hop, je te voilà. laisse partager. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Puis, Sarah, tu vas me dire si vous allez voir bien la présentation comme il faut. Voilà. Est-ce que tout est beau? C'est parfait. Oui, tout est beau, Marie. Ok, super. Alors, merci beaucoup, Sarah, pour cette introduction sur les pompes à insuline. Et comme Sarah l'a dit, c'est important d'avoir une bonne compréhension des pompes à insuline avant d'embarquer sur un système de boucle fermée hybride. Alors, on va consacrer le reste du temps pour parler justement de cette nouvelle technologie. Alors, qu'est-ce qu'un système de boucle fermée hybride? Vous allez voir que que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, au sein de votre équipe soignante, les gens vont appeler cette technologie de différentes façons. Alors, vous allez sûrement entendre les termes suivants, dont le pancréas artificiel, le Hybrid Closed Loop System, qui est la version anglaise, ou HCL, et les systèmes automatisés. Alors, en fait, ce qui est important, c'est juste de savoir que tous ces termes se réfèrent exactement à la même chose. Alors, quels sont les éléments qui composent les systèmes de boucle fermée hybride? Alors, en fait, ça va être 3 choses principalement. Tout en premier, ça va être un lecteur de la glycémie en continu. Ensuite, une pompe à insuline qui va être dotée d'un algorithme, ou ça va être un dispositif externe, souvent un téléphone intelligent qui va avoir un algorithme qui est intégré dans le téléphone. Alors vraiment, la clé pour le système de boucle fermée hybride, c'est que tous ces appareils se parlent entre eux et communiquent entre eux. Alors, le lecteur de la glycémie en continu va communiquer avec la pompe, et l'algorithme qui est intégré dans la pompe va ensuite faire un petit calcul et va doser l'insuline toutes les 5 minutes en fait pour donner des doses selon les besoins du patient ou de la personne. Et elle va aussi viser une cible glycémique pour s'assurer le plus possible que cette personne reste dans les cibles glycémiques. Alors, quelles sont les indications et les contre-indications pour cette technologie? En fait, toute personne vivant avec le diabète de type 1 peut bénéficier de ce traitement de système de boucle fermée hybride. C'est contre-indiqué cependant chez les enfants de moins de 2 ans et les femmes enceintes vivant avec le diabète de type 1. Alors, pourquoi les femmes enceintes? C'est parce que, en fait, pour cette population spécifiquement, on vise des cibles glycémiques qui sont très strictes et qui sont basses. Alors, par exemple, à jeun, on vise une glycémie à 5,3 et on vise des glycémies 2 heures après les repas à 7,5. Alors, les systèmes de boucle fermée hybride n'ont pas des cibles glycémiques aussi strictes. Alors, c'est pour ça que Santé Canada n'endosse pas encore cette technologie pour cette population. Mais sachez qu'il y a plusieurs cas cliniques qui ont été publiés et peu d'études, mais quand même des études qui démontrent que certaines femmes ont pu bénéficier de ce traitement et de cette technologie. Alors, c'est vraiment à discuter avec son équipe soignante. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme et que fait-il? Alors, l'algorithme, c'est vraiment la clé dans ce système. Ça va être vraiment le petit cerveau qui va faire tous les petits calculs pour le dosage d'insuline. Alors, tout premièrement, il va prendre en compte et communiquer avec le lecteur de glycémie en continu la glycémie. Alors, il va analyser la valeur et la tendance de la glycémie en temps réel. Alors, qu'est-ce que je veux dire par la tendance? C'est vraiment la variation glycémique. Alors, on sait que la glycémie, c'est quelque chose qui ne reste pas stable dans le temps. On sait qu'elle varie. Alors,
quand la glycémie augmente, ben, le système va sûrement donner un peu plus d'insuline. Quand la glycémie a une tendance à baisser, il va diminuer les doses d'insuline. En même temps, il a un guide. Cet algorithme qui va viser une cible glycémique. Alors lui, c'est un peu sa cible, c'est sa façon de calculer les doses pour toujours amener la personne à cette cible glycémique. Ensuite, il va donner des doses de microbolus de basal toutes les 5 minutes. Alors c'est ça, il a l'option de moduler ces doses aux 5 minutes. Et il a même l'option d'arrêter complètement ou suspendre l'administration de l'insuline pour prévenir ou lors d'une hypoglycémie. Et pendant ce qui fait tout ce travail, l'algorithme, en même temps, il va prendre en compte l'insuline active. Alors ça, c'est un concept qui est très important parce qu'on sait très bien que la durée d'action de l'insuline n'est pas immédiate. On sait qu'elle va rester dans notre corps, comme Sarah l'a bien expliqué, jusqu'à 4 à 5 heures de temps. Alors, lorsque l'algorithme va moduler son débit basal automatiquement, il va aussi prendre en compte toute l'insuline qu'il est en train de donner. Il ne va pas surdoser la personne pour ensuite créer une hypoglycémie 2 ou 3 heures après. Alors ici, on a en fait un bel exemple pour comparer les deux systèmes. Alors à gauche, on a vraiment une pompe à insuline classique. Alors on va voir, je pense que vous voyez bien ma petite souris, on va voir que les débits basaux sont programmés dans la pompe, pendant des plages horaires qui sont fixes. Alors ça va être un taux d'unité par heure qui est fixe et stable dans le temps. Si on compare ça justement à la boucle fermée, ici à droite, on va voir que le débit basal, il est modulé. Alors ici, on voit lorsque la glycémie, elle augmente, le débit basal va aussi augmenter. Et quand on voit la courbe glycémique qui est juste en haut, lorsque la glycémie commence à baisser, le système va en fait suspendre le débit basal, ce qui est indiqué par les colonnes rouges dans le schéma, pour prévenir l'hypoglycémie. Alors, quels sont les systèmes qui sont disponibles en ce moment, qui ont la technologie de boucle fermée hybride? Ça va être la Medtronic 670G ou 770G et la tandem T-Slim avec l'algorithme Control IQ. Alors, comme vous voyez et comme Sarah l'a mentionné, la compagnie Medtronic va utiliser le capteur de glycémie, le Guardian 3, lorsque la compagnie de Tandem va utiliser le lecteur de glycémie en continu qui est le Dexcom G6. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer justement ces deux compagnies de pompes qui offrent cette technologie. Alors, sachez que malgré que la technologie de boucle fermée hybride est vraiment similaire et en fait fonctionne de manière vraiment similaire entre compagnies de pompes, il y a quand même l'algorithme de chaque compagnie qui va avoir ses spécificités. Et c'est important de bien comprendre ça parce que peut-être qu'on va voir une compagnie ou un algorithme qui est mieux pour nous et qu'on préfère comment pouvoir l'ajuster. Alors, je vais vraiment passer un peu plus en détail sur comment ces algorithmes fonctionnent. Alors, tout premièrement, nous avons le débit basal qui est automatisé. Alors, l'algorithme, ça, c'est sa fonction principale. C'est vraiment de moduler avec des microbolus le débit basal de la personne. Et il va faire ça en fonction de la tendance glycémique. Et en même temps, il va viser une cible glycémique, comme je l'ai dit avant. Alors, il vise une cible glycémique fixe. Pour la Medtronic 670 et 770G, il va viser la cible glycémique de 6,7 mmol, ou il a aussi une option d'une cible glycémique temporaire à 8,3 mmol. Alors, dans quel exemple, par exemple, qu'on utiliserait cette cible glycémique temporaire? Ce serait, par exemple, pendant de l'activité physique, justement, où on veut prévenir de l'hypoglycémie et on sait que notre glycémie peut baisser de façon plus rapide.
Alors, ce qui est spécifique pour la Medtronic 670 chez 770G, c'est que l'algorithme va prendre en compte les besoins en insuline des 6 derniers jours de la personne. Alors, la façon qu'il calcule à la hausse ou à la baisse les petits dosages d'insuline qu'il donne aux 5 minutes, ça va être en proportion des doses d'insuline quotidienne que la personne a consommées dans les 6 derniers jours. Ensuite, bien sûr, il va prendre en compte l'insuline active. Alors, ça, c'est encore un concept que je répète qui est très important, c'est que même si on voit, ah mon Dieu, ma glycémie, elle augmente, mais le système, il ne me donne pas plus d'insuline, ben, il y a une raison derrière cela. C'est parce qu'il a sûrement déjà modulé la basale vers la hausse pour vous donner beaucoup d'insuline pour essayer de corriger une hyperglycémie. Alors, c'est là qu'il faut attendre et il faut attendre selon la durée d'action de l'insuline. Et la durée d'action d'insuline, ça va être un paramètre qui est programmable dans la Medtronic 170G. C'est-à-dire que c'est recommandé de le programmer entre 3 et 4 heures, mais c'est un paramètre que l'utilisateur peut choisir par lui-même pour sa propre fonction. Ensuite, ça c'est pour tout ce qui est le débit basal automatique. Alors c'est sûr que c'est un système de boucle fermée hybride. On l'appelle boucle fermée hybride parce qu'il n'est pas complètement automatique, il n'est pas complètement autonome et automatisé. L'utilisateur doit toujours intervenir pour les bolus pour le repas. Et il doit aussi intervenir si jamais il y a des grosses hyperglycémies. Il y a l'option de donner des bolus manuels pour des corrections. Alors, dans la pompe, ça va être un autre paramètre qui est programmable. Ça va être le ratio insuline à glucides qui est ajustable par l'utilisateur. Et ça va être un paramètre qui doit être très bien ajusté depuis le début parce que si on a un ratio d'insuline à glucides qui n'est pas adéquat, à ce moment-là, on va se retrouver soit en hyperglycémie après les repas, soit en hypoglycémie après les repas. Alors, c'est quelque chose qui est très important à bien ajuster avant qu'on embarque sur un système de boucle fermée. Finalement, il y a le facteur de correction. Et pour la Medtronic, en fait, ce facteur de correction n'est pas ajustable ni programmable dans la pompe, mais ça va être estimé par l'algorithme. C'est-à-dire quand on est en hyperglycémie, ça va être l'algorithme qui va décider, selon nos besoins d'insuline, combien d'insuline doser pour corriger une hyperglycémie, en prenant bien sûr l'insuline active en compte. Alors, si on compare ça à l'algorithme de Tandem Control IQ, encore la même chose, l'algorithme, sa fonction vraiment principale, c'est de moduler la basale. Elle va vraiment viser, elle va regarder la tendance glycémique et va viser la cible glycémique. Alors, chez le Tandem Control IQ, ça va être en fait une intervalle pour une cible glycémique entre 6,25 et 8,9 pour le mode régulier. Ensuite, il y a deux autres cibles glycémiques, deux modes où on vise une cible glycémique différente, qui sont le mode sport où l'algorithme va viser une cible glycémique de 7,8 à 8,9 et le mode sommeil qui est un peu plus strict où l'algorithme va viser 6,25 à 6,7. Alors, ce qui est vraiment spécifique au Control IQ, c'est que lui, il ne va pas prendre en compte les besoins d'insuline les 6 derniers jours, mais en fait, il va prendre en compte les débits basaux qui sont programmés dans la pompe à la base. Alors, quand on débute sur un système de Control IQ, c'est très important que les débits basaux soient bien programmés et qu'ils soient représentatifs. Ça n'a pas besoin d'être parfait, mais il faut que ce soit représentatif à nos besoins d'insuline au long de la journée. C'est un facteur qui est ajustable. Alors aussi, une chose en plus pour le Control IQ, c'est que lui, il a un mode de autocorrection où l'algorithme va corriger de façon automatique les hyperglycémies. Alors, dès que la glycémie est au-dessus de 10, il va calculer une correction et donner 60% de cette dose-là pour un maximum de 1 fois par heure. Et en faisant ça, il va bien sûr prendre en compte l'insuline active pour ne pas surdoser l'insuline. Mais sachez que cette option, je l'ai encerclée en rouge, ce n'est pas une option qui est programmable. On ne peut pas l'éteindre ou l'allumer. Et je vais expliquer un peu plus tard où ça pourrait causer des problèmes. Finalement, il va prendre en compte, bien sûr, la durée d'action d'insuline quand il fait ses calculs.
et ce paramètre va être fixe à 5 heures dans la pompe. Ce n'est pas un paramètre qui est ajustable par l'utilisateur. Si on regarde la partie des bolus manuels, ça va être vraiment l'équivalent de la Medtronic où on a aussi un ratio insuline-glucide à programmer dans la pompe et c'est autant important qu'il soit bien ajusté avant qu'on embarque sur ce système. Et il y a aussi un facteur de correction qui peut être programmé aussi dans la pompe et celui-là, par contre, il peut être ajusté pour les corrections manuelles. Alors, si on compare un peu les deux systèmes, on voulait justement vous donner un peu une approche neutre pour comparer les deux systèmes de boucle fermée hybride entre la Medtronic et la Tandem. Alors, on voit tous les points positifs pour la Medtronic 670 ou 766G, c'est que il n'y a pas besoin en fait d'ajuster les débits basaux quand on débute la pompe. C'est-à-dire que comme la pompe, l'algorithme ne prend pas en compte les débits basaux qui sont programmés dans la pompe, va plutôt prendre en compte les besoins d'insuline. C'est un paramètre qu'on ajuste par sécurité si jamais on sort de la boucle fermée, mais ça n'a pas besoin d'être aussi bien ajusté comparé à la Tandem Control-IQ. Avec la 770G, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une application sur le téléphone intelligent qui permet de suivre la glycémie et la perfusion d'insuline à distance. Ça peut être intéressant pour un proche aidant ou pour un parent d'un enfant qui vit avec le diabète de type 1. Le téléchargement des données dans la 770G, encore une fois, est automatique. Très pratique avant notre suivi avec notre équipe de soins. On n'a pas besoin de brancher les appareils, de télécharger en avance. Tout est fait automatiquement dans le cloud et peut être vu à distance. Les inconvénients pour la Medtronic, c'est que le capteur de glycémie Guardian 3 requiert 2 calibrations par jour. Et j'ai noté que pour rester dans le système automatique de boucle fermée, ça va prendre plutôt 2 à 4 calibrations par jour avec une glycémie capillaire parce que le système parfois va demander une prise de glycémie pour rester dans le mode automatique. Alors, comme j'ai dit, plus de possibilités de sortir du mode automatique. Ensuite, un autre inconvénient, c'est que même s'il ne faut pas ajuster ses débits basaux avant de débuter le système, ça peut être aussi jouer contre nous le jour que nos besoins en insuline changent drastiquement. Alors, l'exemple vraiment classique, c'est pour la femme, en fait, malheureusement, quand elle commence sa semaine de menstruation, tout d'un coup, plus grosse sensibilité à l'insuline, plein d'hypoglycémie. Ce qu'on suggère avec ce système-là, c'est de mettre une cible temporaire plus élevée, la cible de sport à 8,3 millimoles par litre, pour éviter les hypoglycémies. Et bien sûr, avec ces systèmes de boucle fermée, le risque d'hypoglycémie est toujours présent en conditions de sport. Et aussi si on a fait un mauvais calcul de glucides et on s'est donné trop d'insuline pour un repas. Les points positifs, si on compare pour la Tandem Control-IQ, c'est le lecteur de glycémie en continu. Il est maintenant remboursé par la RAMQ et il n'y a pas de calibration à faire. Il y a aussi un mode supplémentaire qui est le mode sommeil pendant la nuit qui vise une cible glycémique un peu plus stricte qu'on peut en fait allumer ou programmer dans la pompe. Et il y a aussi les corrections automatiques qui, pour certaines personnes, ils aiment bien ça parce que ça va peut-être les garder un peu plus dans les cibles lorsqu'il y a des hyperglycémies. Les débits basaux sont ajustables. Alors, j'ai mis ça comme un plus et un moins parce que le fait qu'ils soient ajustables, ça nous donne un peu plus de contrôle justement quand on a des changements drastiques en besoin d'insuline. On peut changer les débits basaux qui sont programmés dans la pompe. Par contre, c'est sûr que c'est un inconvénient pour les personnes qui se disent « Ah, ben, j'ai pas envie d'avoir à toujours changer mes débits basaux et ajuster ça pour que l'algorithme fonctionne de façon optimale. » Encore là, les corrections automatiques, un plus ou un moins, parce que les corrections automatiques peuvent induire des hypoglycémies, surtout quand ça se passe juste avant qu'on aille faire du sport. Et comme ce n'est pas un paramètre qui est réglable, c'est-à-dire on ne peut pas dire « Ah, là, je suis en fonction sport, ben, je vais juste éteindre cette option de correction automatique. » Elle va se donner automatiquement et on n'a aucun contrôle là-dessus avant de partir faire notre vélo, notre course ou notre sport. Finalement, le risque d'hypoglycémie
est toujours présent, comme c'est le cas pour la métronike en condition de sport ou d'un gros bolus lors d'un mauvais calcul de glucides. Alors, j'ai dit qu'il y avait seulement 2 systèmes disponibles au Canada, mais en fait, techniquement, il y en a un troisième, c'est le pancréas artificiel fait maison. Alors, le pancréas artificiel fait maison, c'est pas quelque chose qui est réglementé ou approuvé par Santé Canada. C'est vraiment une communauté de personnes atteintes de diabète de type 1 qui ont démarré cela. C'est une communauté sur Internet et avec justement des ressources qui sont quand même très bonne sur Internet de comment créer son propre pancréas artificiel fait maison. Ça va être des systèmes où la personne doit s'y connaître un petit peu en informatique pour assembler les différents appareils, dont une pompe à insuline qui serait la Omnipod ou une vieille Medtronic, un lecteur de glycémie en continu qui serait le Dexcom, le téléchargement d'une application sur un téléphone intelligent et un dispositif externe appelé le Rivy Link qui permet la connexion de tous les appareils. Alors, le seul côté inconvénient et qu'il faut faire attention avec ce système, c'est qu'il n'y a pas de support, comme j'ai dit, qui est réglementé, mais il y a des communautés qui sont très actives sur Internet. Il y a plusieurs études en ce moment et qui ont été publiées qui évaluent actuellement ces dispositifs faits maison. Alors, c'est vraiment un nouveau axe de recherche qui est très intéressant et vous verrez sur la page du registre de Better, il y a un onglet pour aller voir les recherches cliniques en cours en ce moment, dont une recherche à l'IRCM sur la comparaison des pancréas artificiels maison et les systèmes commercialisés de boucles fermées qui s'appelle Milestone. Alors, le pancréas artificiel maison, dernière chose que je veux dire là-dessus, ce qui est vraiment intéressant avec ce système, c'est que tous les paramètres sont ajustables. C'est-à-dire qu'il faut s'y connaître quand même bien dans la technologie, avoir peut-être un peu d'expérience pour peaufiner et bien ajuster notre pancréas artificiel maison. Mais si on s'y connaît bien, c'est vrai que ça nous donne l'option de vraiment faire quelque chose selon nos besoins et selon nos activités. Alors, cible glycémique ajustable, le ratio, durée d'action d'insuline, le facteur de correction, la fonction d'autocorrection aussi, quelque chose qu'on peut allumer ou éteindre. Et un autre concept qui est intéressant, c'est le temps d'absorption des glucides. Alors, quand on mange un repas, on ne va pas seulement entrer les grammes de glucides de notre repas, mais on va aussi entrer le temps d'absorption des glucides. Alors, par exemple, si je mange une pizza, je me dis, bon, là, je vais mettre un temps d'absorption de 4 heures, mais si je mange un sorbet glacé très sucré, sans gras, bon, peut-être là, c'est plus 1 heure, 1 heure et demie. Alors, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, pour conclure un peu là-dessus, quels sont les résultats cliniques sur les systèmes de boucle fermée hybride? Alors, dans la littérature, on voit que, et en expérience clinique, on voit qu'il y a une amélioration du contrôle glycémique, de l'hémoglobine glyquée, moins de variabilité glycémique. Ça va vraiment dépendre aussi de notre gestion et notre hémoglobine glyquée du départ. C'est sûr que ça ne va pas faire des miracles pour quelqu'un qui est déjà à 6,8% d'hémoglobine glyquée. C'est possible qu'elle ne va pas tant baisser l'hémoglobine glyquée, mais on va voir qu'il y aura moins d'hypoglycémie et plus de temps passé dans la cible. Pour les moins d'hypoglycémie, ça va être vrai pour la population adulte. Chez les enfants, ça va varier. Ce n'est pas nécessairement moins d'hypoglycémie, mais on va surtout voir moins d'hyperglycémie. C'est surtout que chez cette population, on tolère un peu plus l'hyperglycémie au départ. Et alors, il y a souvent moins d'hypoglycémie pour les enfants à la base. Mais ce qu'on voit vraiment pour tout le monde, que ce soit les ados, les enfants, les adultes, et vraiment le résultat le plus clair au niveau des résultats cliniques, ça va être la meilleure gestion de la glycémie pendant la nuit. Alors, des meilleures nuits, un meilleur sommeil, que ce soit pour la personne atteinte de diabète ou un proche aidant ou les parents ou un conjoint d'une personne qui vit avec le diabète de type 1. Et ça a été reporté aussi que les patients trouvent qu'il y a moins de restrictions alimentaires avec la peur de faire des hyperglycémies après les repas. Qu'est-ce qu'il y a encore à améliorer? Alors, au départ, on pensait que ces systèmes allaient être révolutionnaires. Ils le sont, mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer. On voit toujours que
la gestion de la glycémie autour de l'activité physique est toujours problématique chez certaines personnes. Il y a toujours le risque d'hypoglycémie qui est présent. On voit aussi que l'excursion postprandiale demeure un défi en diabète. Alors, c'est pas vrai que si je commence ce système, hop, je vais plus avoir des hyperglycémies après mon repas. Ça va toujours être le cas. Par contre, c'est sûr que ça va aider. Et ce qui va vraiment plus aider, c'est qu'on fait un bon calcul des glucides et qu'on ait un ratio qui est vraiment représentatif de nos besoins. Le fait que la cible glycémique soit fixe, c'est quelque chose qui va changer avec les algorithmes à venir dans le futur. Parce qu'on voit que si on a un peu plus de marge à ajuster ça, ça pourrait aider à personnaliser en fait le pancréas artificiel pour chaque personne. Le fait qu'on utilise un lecteur de glycémie en continu, on sait qu'il y a un délai entre la glycémie interstitielle et la glycémie dans le sang, et la variabilité et le temps d'action de l'insuline qu'on utilise de ce jour, c'est aussi un facteur qu'on peut toujours améliorer. Les coûts élevés et l'accessibilité à tous, c'est sûr qu'éventuellement, on espère que ces systèmes soient couverts par la RAMQ. Finalement, les considérations particulières, toujours porter un lecteur de glycémie en continu. Alors ça, il faut quand même penser à ça si on ne porte pas déjà un lecteur de glycémie en continu. Comme j'ai dit, je répète, le calcul des glucides est très important et un bolus pré-repas est requis pour que ça fonctionne, et d'être prêt à une transition et à suivre un programme éducatif, que ce soit avec l'infirmière de la compagnie de pompe ou au sein de notre équipe soignante. Alors, j'ai quelques histoires de cas. Je vais voir si j'arrive à compléter le tout avant 13 h et la période des questions. Alors, pour commencer, ici, on a, justement, pour vous mettre un peu, donner un exemple, c'est un jeune homme de 32 ans qui utilise la Tandem Control IQ. Et c'est un jeune homme qui est très actif, qui pratique beaucoup de sport. Il avait déjà un bon contrôle au départ. Mais il dit que depuis qu'il a commencé la Tandem Control IQ, il a des meilleures nuits, il dort mieux, la glycémie est plus stable pendant la nuit. Par contre, il dit que la gestion d'hypoglycémie reste un défi et parfois est problématique lorsqu'il fait du sport avec la Control IQ. Alors, si on regarde son contrôle glycémique, on voit que c'est quelqu'un qui, selon les recommandations de Diabète Canada, c'est parfait. Il passe plus de 70% dans la cible. Il a peu d'hypoglycémie. Si on voit son contrôle ici pendant les périodes de la journée, alors tout ce qui est en vert, c'est dans la cible. On voit que dans la matinée, avant midi, c'est vraiment la période où il fait le plus d'hyperglycémie. Et parfois ici, en après-midi et en fin de soirée, il y a des hypoglycémies. Alors si c'est son profil glycémique ambulatoire, alors on voit que justement pendant la nuit, gestion vraiment très bonne de la glycémie, très peu de variabilité, et on voit que la ligne plate au milieu là, c'est la médiane qu'on regarde, et on voit que c'est plat, on voit que la glycémie reste dans la cible. Par contre, il a parfois des hypoglycémies en fin d'après-midi, comme on a vu, et on voit aussi qu'il y a une excursion ici postprandiale, enfin après le repas du déjeuner, où la glycémie a tendance à monter. Si on regarde son rapport de pompe, ici, on va voir que justement pendant la nuit, c'est représentatif de ces, quand on regarde tout sa moyenne de glycémie, la glycémie reste à la cible. On voit que le pancréas artificiel, il travaille fort en bas. On voit la modulation de la basale, l'arrêt même de la basale pour prévenir une hypo, la modulation encore. Alors ça, c'est très intéressant. Par contre, ici, on voit quand même une grosse excursion là après le déjeuner. Oups, il y a un pic de glycémie. Et ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que lorsqu'il décide de faire du sport, alors ici, il a mis la fonction sport qui est démontrée avec la petite ligne jaune. On voit qu'il y a des corrections, des autocorrections qui se passent, et que la glycémie, éventuellement, elle plante et qu'il y a quand même une hypoglycémie. Alors ça, c'est un défi qui pour lui. Oups, pardon, je suis allée trop vite. Alors, ce qu'on a suggéré pour lui, c'est on a changé son ratio le matin pour éviter ce post de glycémie après
les repas. Et ensuite, on a suggéré en fait, quand il fait de l'activité physique, c'est vraiment essai-erreur, mais pour certaines sorties de vélo ou de course, qui va en fait sortir du système de boucle fermée, il va utiliser un peu la vieille méthode de mettre une basale temporaire. Comme ça, il va savoir qu'il ne va pas avoir des bolus d'autocorrection juste avant qu'il sorte faire du sport et pour prévenir l'hypoglycémie. Alors, mon deuxième cas, c'est une dame de 65 ans qui utilise la Medtronic 670G. Et elle, ça fait depuis 1 an qu'elle est sur le système et en général, elle est très satisfaite. Elle fait rarement des hypoglycémies. Par contre, parfois, elle a un peu du mal ou elle a eu du mal avec les excursions, des pics glycémiques après le repas du matin. Alors ici, on voit son rapport où ça démontre en vert, elle a un bon contrôle glycémique, vraiment plus de 70% dans la cible, très peu d'hypo. On voit ses courbes glycémiques qui restent plutôt stables, pas beaucoup de variabilité et dans la cible. Par contre, c'est ça, on regarde sur son raccord de pompe, et ça a été un travail avec son équipe soignante. On voit que pour le bolus du déjeuner, elle décide de diviser en fait son repas en 2. Alors, elle va donner un bolus, un pré-bolus quand elle mange, et 1 heure plus tard, elle va donner le reste de 50%, par exemple, de son bolus du déjeuner pour avoir un meilleur contrôle après le déjeuner. Chose que je voulais montrer avec la Medtronic 670G, c'est qu'ici où il y a toutes les flèches, ce sont des glycémies capillaires qui ont été prises. Alors, il faut quand même prendre en compte qu'avec ce système, il y a toujours la calibration du capteur du Guardian 3. Et c'est aussi possible que la pompe va vous demander des prises de glycémie en plus capillaires selon la journée pour rester en mode automatique. Alors finalement, on va regarder un cas pour une enfant de 9 ans qui utilise la Medtronic 670G. Elle a un bon contrôle, mais ses parents trouvaient quand même qu'elle était souvent en hyperglycémie et elle est active, elle prend des cours de danse. Alors ça, c'était son contrôle quand elle était sur la Medtronic, mais en mode manuel qu'on appelle, alors sans le système de boucle fermée. Et on voit que, OK, gestion de la glycémie, c'est OK pendant la nuit, peut-être un peu vers la hausse là, quand on regarde les cibles. Par contre, c'est vrai qu'elle est souvent en hyperglycémie en après-midi et en soirée. On voit qu'elle est à 62% dans la cible et à 2% en hypoglycémie. Quand elle a dépisté le mode automatique, elle a vraiment eu un très beau résultat, 80% du temps dans la cible. Par contre, c'est quand même à noter un peu plus d'hypoglycémie, et je vais en parler un peu plus tard. Alors, en fait, l'équipe soignante l'a vraiment aidé à débuter le système. Alors, c'est sûr qu'elle c'est pas juste en se mettant en mode automatique, waouh, tout s'est arrivé parfaitement. C'est sûr que ça a pris un peu de peaufinage, un peu des ajustements. On a ajusté tous ces ratios pour les repas. On les a mis un peu plus agressifs justement pour éviter les hyperglycémies après les repas. Et aussi, elle utilise la fonction de cible temporaire 1 heure à 1h30 avant qu'elle fait ses cours de danse pour prévenir l'hypoglycémie. Par contre, il faut prendre note qu'elle a quand même quelques hypoglycémies et il faut se demander pourquoi c'est arrivé. Et quand on regarde le rapport, c'est arrivé pendant la nuit. Alors, même si c'est très peu fréquent, il faut quand même se dire mais pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce qu'on pourrait justement faire pour éviter cela. Un exemple, ce serait de se dire, est-ce qu'elle a fait des hypos après une grosse journée où elle avait beaucoup de danse ou beaucoup d'activité physique? Et si c'est le cas, est-ce qu'on pourrait mettre une cible temporaire pendant la nuit ou prendre une collation en plus pendant la nuit pour prévenir l'hypoglycémie? Parce qu'on sait qu'avec la Medtronic 670G, par exemple, on n'a pas le contrôle de changer les débits basaux pour changer comment le système module la basale. Il va vraiment se fier sur les 6 derniers jours. Alors, quand il y a un changement drastique en besoin d'insuline, c'est là qu'il faut intervenir. Alors, je vais donner la parole à Sarah pour la dernière partie. Alors, je vais juste repartager mon écran. Je suis désolée, je vois qu'il est déjà 12h59. J'espère que vous allez pouvoir rester avec nous pour, je pense qu'il doit rester une petite dizaine de minutes de présentation.
Désolée d'avoir dépassé. C'est vrai qu'on avait préparé beaucoup de choses qu'on voulait vous dire. Donc, je vais tout de suite passer là-dessus sans plus tarder. Merci Marie aussi, c'était super clair. Je voulais faire un petit point sur ce que réserve le futur. Il y en a probablement d'entre vous qui hésitent à attendre quelques années pour voir s'il va y avoir des nouvelles choses qui s'en viennent ou pour éventuellement un remboursement par la RAMQ. Donc, je voulais juste dire, il y a l'INES qui commence en ce moment un processus de révision d'évaluation des pompes à insuline. On espère que d'ici quelques années, c'est des choses qui vont évoluer. On n'a pas plus d'informations que ça, malheureusement, là-dessus. Juste que les choses bougent dans ce sens. Vous avez vu, Dexcom est maintenant remboursé par la RAMQ. Donc, on croise les doigts, on continue de travailler pour que ce soit le cas. Et puis, et on souhaite que ça arrive dans un futur proche. Voilà. Ici, on vous a mis un peu les technologies qui vont arriver. Dans combien de temps, c'est difficile à dire, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans pour certaines, mais ça va vous donner une idée de ce qui s'en vient. Tandem T-Sport, c'est une pompe à insuline qui est toute petite, donc qui est à peu près 2 fois plus petite que celle actuellement disponible. Elle n'a pas d'écran et elle se contrôle via une application mobile. On comprend par le nom qu'elle porte que c'est effectivement pour favoriser, j'imagine, les gens qui font beaucoup d'activités physiques, que dans ce cas-là, on peut enlever la pompe qu'on a et peut-être plugger celle-ci. Donc, je pense que ça va apporter un côté un peu plus pratique, effectivement, surtout quand on n'a pas de pompe sans fil. Tandem va également probablement sortir un nouvel algorithme qui permettra de plus personnaliser les paramètres. Comme disait Marie, il y a encore cette petite limite-là dans ces systèmes de boucle fermée hybride, donc cette limite de ne pas pouvoir modifier certains aspects des paramètres. Donc, les compagnies mettent beaucoup d'efforts pour offrir plus de choix dans ces options-là. Donc, c'est ça que les gens ils vont chercher quand ils font des pancréas artificiels maison, c'est cette possibilité de plus choisir ce qu'on veut mettre dedans. Et donc, devrait avoir une application mobile aussi pour contrôler la pompe via le téléphone, parce que ce n'est pas encore disponible avec Tandem. Omnipod Horizon, j'ai reçu beaucoup de questions de la part d'entre vous. Est-ce que Omnipod va avoir un système de pancréas artificiel? Est-ce qu'ils vont avoir une boucle fermée aussi? Alors oui, c'est sûr, ça existe déjà. Ça s'appelle Omnipod Horizon et c'est relié au Dexcom, mais ça pourrait également être relié au Freestyle Libre. La cible glycémique est ajustable et ça offre la possibilité d'être contrôlé par le téléphone aussi seulement. Donc, c'est ça pour Omnipod. Comme beaucoup de gens m'ont posé la question, je vais vous dire que d'ici 2 ou 3 ans, ça devrait arriver ici, mais encore là, c'est avec des gros si. On ne sait pas exactement, ça dépend toujours de plein de choses, mais c'est en cours. Medtronic 780G, elle est déjà disponible aux États-Unis. Elle a un nouveau capteur. On ne s'est pas trop étendu là-dessus tout à l'heure, mais le capteur Medtronic, actuellement, il faut faire des calibrations, c'est-à-dire des glycémies au bout du doigt qu'on va rentrer ensuite dans la pompe. On va lui dire c'était temps pour permettre au capteur de s'ajuster. Avec ce nouveau capteur-là, il y aura besoin de le faire seulement une fois lors de l'installation, et après ça, il n'y aura pas besoin de le faire. Elle permettra également de donner des bolus de correction automatique, un peu comme ce que fait Tandem déjà présentement, et elle aura également une cible ajustable. Ce que je vous ai mis en bas à droite, c'est, je pense, beaucoup de gens qui portent la pompe à insuline actuellement et un capteur de la glycémie en continu vont vraiment aimer cette nouvelle technologie qui va un jour arriver. C'est donc, vous avez le capteur de la glycémie en continu qui est attaché au cathéter. Donc, vous n'avez plus 2 choses à porter sur vous, mais vous avez un seul objet qui va incorporer les 2. Dexcom G7, c'est le petit frère du G6. C'est un capteur et un émetteur combinés. En gros, ça ressemble quand même pas mal au Freestyle Libre. Il y a plus cette partie d'émetteur qui venait se clipper dessus et qui permettait d'envoyer les données. Là, maintenant, c'est une seule pièce, on l'installe et on le jette à la fin de la période. Il est conçu pour être porté jusqu'à 14-15 jours, ce qui est plus que actuellement. Ça ressemble encore là pas mal au Freestyle Libre et c'est aussi plus petit.
J'ai reçu des questions, alors j'ai essayé de commencer à répondre à certaines questions, mais une des questions disait, mais le pancréas artificiel, c'est pas quand il y a du glucagon. Alors, non, les systèmes de boucle fermée hybride, on appelle ça les pancréas artificiels, mais effectivement, il y a aussi des systèmes en développement où dans la pompe à insuline, vous allez avoir à la fois de l'insuline et du glucagon. Donc le glucagon, c'est souvent ce qu'on donne quand on fait une hypoglycémie sévère. Ça fait une décharge hormonale qui permet de faire remonter la glycémie. Et donc l'insuline et le glucagon vont être combinés dans une pompe à insuline et ça va être surtout utile pour les gens qui font de l'activité physique, par exemple. Donc encore là, c'est un système de boucle fermée et ça serait compatible avec Dexcom. Ça s'appelle iLet, mais c'est encore en développement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore, c'est pas encore utilisé, c'est vraiment juste à des épreuves c'est encore à des stades d'études pour l'instant. Et donc, je vais finir avec ça, mais le Freestyle Libre 3, donc petit frère du Freestyle Libre 2, comme vous vous en doutez, il enverra automatiquement les données sur le cellulaire, donc il n'y aura plus besoin de scanner. Il est plus petit et plus fin, donc il était déjà pas très gros, hein, le Freestyle Libre, mais ça va être encore plus petit, plus fin, et donc ça utilisera évidemment moins de plastique, mais on s'en doute si c'est plus petit. Je vais faire un petit résumé de cette présentation. Donc, les systèmes en boucle fermée hybrides, ça offre vraiment de nombreux avantages. Ça permet vraiment, on le voit, puis j'ai eu l'occasion de parler avec des gens qui les utilisent. Ça diminue la charge mentale. Ça permet de passer aussi plus de temps dans la cible, de diminuer les hypoglycémies. Bref, les avantages sont quand même nombreux de ces systèmes-là. Mais il faut leur faire confiance. C'est-à-dire qu'il faut laisser quelque part un peu le système driver, on va dire, en tout cas, c'est le système qui va conduire un peu la marche. Et puis, nous, on va regarder ce qui se passe et on va faire les ajustements autour de ça, mais il faut le laisser agir pour que ça marche bien. Et quelque chose qui ressort d'études récentes, encore là, c'est important de ne pas avoir des attentes irréalistes par rapport aux capacités du système. Ce n'est pas non plus magique, ça ne va pas changer tout du jour au lendemain. Il y aura quand même du travail à faire, etc. Mais ce travail-là, il va être plus simple éventuellement. Il va être, c'est ça, comme ça va diminuer la charge mentale, ça va permettre d'être mieux accompagné, on va dire. Son coût élevé, l'absence de remboursement par la RAMQ, j'ai reçu beaucoup de questions. Derrière, je n'ai pas répondu à toutes parce que je voulais prendre un temps pour y revenir. J'ai dit que ça coûtait 7 000 $. C'est vraiment l'achat du boîtier dont on disait tout à l'heure et un petit kit de départ, on va dire. Mais à ça, il faut rajouter donc 3 000 $. C'est le matériel par an. Donc, c'est les pods ou alors les cathéters et les tubulures qu'il faut changer. L'insuline n'est pas compris dans ce montant-là. Et si vous avez des assurances privées, je ne peux pas vous dire que l'assurance, elle va rembourser ou elle ne va pas rembourser la pompe à insuline. C'est vraiment du cas par cas. Il faut les appeler, il faut voir avec eux. Il y a certaines assurances qui vont prendre 80% du montant. Il y a certaines qui vont donner un montant d'un coup, puis après ça, plus rien. Bref, ça dépend vraiment de vos assurances. Puis ça vaut vraiment le coup de les appeler. Je pense que c'est ça. La pompe à insuline, en théorie, se change tous les 5 ans. On ne s'est pas trop attardé là-dessus non plus, mais les nouvelles pompes, plus ça va et plus on peut faire une mise à jour. Donc, il n'y a pas besoin de racheter le boîtier, mais je vais juste le brancher et je vais faire une mise à jour. Et que ça évite aussi d'avoir un coût important à sortir tous les 5 ans parce qu'il faut changer la pompe, parce que les nouvelles technologies s'en viennent et que l'autre est obsolète. Fait que c'est ça. J'espère que ça aura fait le tour des questions qui étaient en lien avec ça. Si vous avez envie d'acheter une pompe à insuline, prenez le temps d'évaluer les différentes options, d'en parler avec votre équipe de soins, de rencontrer les représentants des différentes compagnies de pompes, de demander à essayer le système si possible avant de l'acheter. Bref, prenez votre temps, ça vaut vraiment le coup. Certaines personnes vont préférer un type de système, d'autres un autre. Il y a aussi des choses qui sont individuelles et on ne peut pas dire celui-là est meilleur que l'autre. Je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on cherche. Puis donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a d'autres technologies qui s'en viennent. Ces choses-là, elles évoluent super rapidement. Donc, à considérer également dans le choix que vous ferez ou que vous avez fait. Voilà, merci à tous. On a fait un gros tour, on a dépassé l'heure. Je suis vraiment encore une fois désolée pour ça. Je vais faire une petite parenthèse, mais vous allez donc, comme j'ai envoyé un petit message, mais vous allez tous recevoir, en tout cas toutes les personnes qui sont inscrites au registre vont recevoir l'enregistrement cet après-midi ou demain.
quand on a fait l'envoi des invitations pour ce webinaire, on a eu un petit problème et on a invité des gens qui n'étaient pas forcément inscrits dans le registre Better. Fait qu'on a des collègues professionnels de la santé qui sont avec nous aujourd'hui. Sachez juste que pour les prochains webinaires qu'on va organiser, ça ne sera pas le cas. D'ailleurs, le prochain à venir est prévu pour le 29 juillet. Il sera sur l'activité physique en contexte avec le diabète de type 1. Encore là, on va vous faire parvenir le lien d'inscription en avance et vous aurez également le sondage que vous pourrez compléter si vous le voulez. Ça va vous permettre d'envoyer vos questions et de faire en sorte que on vous donne un contenu adapté et qui réponde aux besoins que vous avez. Alors, on va passer à une petite période de questions. Je vais juste essayer de retrouver la fenêtre que j'ai perdue entre-temps. Alors, je m'excuse, je vais essayer de la trouver. Où est-elle? Ok. Puis j'avais déjà des questions qui restaient de la dernière fois. Alors, j'avais eu une question sur Minimed Mobile, qui est l'application Medtronic. C'était vraiment pas l'objet de la présentation aujourd'hui. Je voulais juste dire un petit mot sur le fait que les compagnies ont vraiment des très bons services à la clientèle, ou en tout cas pour la plupart, ont vraiment des bons services. Ils ont des personnes qui sont compétentes, qui peuvent vous accompagner, qui aussi sont très bonnes pour vous renseigner, et ils ont aussi des bons sites internet où vous allez trouver beaucoup d'informations sur des choses plus spécifiques à telle ou telle pompe à insuline. J'avais une question vraiment pointue sur pourquoi est-ce que les incréments de la modulation du débit basal, c'est des multiples de 0,025. Alors ça s'applique pour Medtronic, mais Tandem, c'est pas la même chose. C'est des choses très compliquées, les algorithmes. Il faut juste avoir en tête que ce sont des petites doses et que l'idée, c'est de répondre à des gens qui ont des besoins très petits, comme par exemple les enfants. Je pense que c'est vraiment ça l'idée, c'est des très petites doses et que c'est fait pour répondre aux besoins précis. Marie, est-ce que tu avais vu des questions? Je ne sais pas. Oui, quelques questions. Oui. En fait, j'ai une question. Est-ce que la durée de l'action de l'insuline est ajustable en fonction du moment de la journée? Alors, ça serait peut-être une question pour la Tandem Control IQ. Parce que ah, pardon. Non, pas du tout. Pour plutôt la Medtronic, c'est un paramètre qui est ajustable. Oui, ça pourrait l'être. Par contre, la durée d'action de l'insuline, ça devrait pas changer en fonction du moment de la journée. C'est vraiment quelque chose qui devrait être fixe. Ça va être plus les besoins d'insuline qui vont changer, mais la façon qu'on absorbe l'insuline et le temps que ça reste dans notre corps, ça ne va pas changer. Ouais, je suis d'accord avec toi, Marie, j'ai rien à rajouter. J'ai une question, est-ce que la pompe Tandem pourra fonctionner avec le Dexcom G7? C'est difficile à dire pour l'instant, mais probablement que Tandem utilise déjà Dexcom, donc je pense que le jour où le Dexcom G7 va être là, ça prendra peut-être un petit temps d'adaptation, ou en tout cas un petit temps, mais c'est sûr que ça devrait être le cas, en tout cas. C'est des suppositions. Sarah, peut-être si tu veux juste mentionner que l'enregistrement sera disponible de cette présentation. Il veut savoir si on peut recevoir le fichier de la présentation. Oui, c'est le cas. J'avais mis un petit message dans la conversation pour dire que c'est ça, je l'ai dit tantôt, mais on va vous envoyer l'enregistrement. Si vous êtes inscrit au registre, toutes les personnes inscrites au registre vont recevoir l'enregistrement après la présentation. Donc, je fais ça au plus tôt, là, cet après-midi ou demain, vous allez recevoir ça. Super. Durée de vie d'une pompe, on a répondu, à peu près 5 ans, mais avec les nouveaux systèmes, vu que c'est des mises à jour, ben, ça va prolonger cette durée de vie-là. Je pense que c'est pas mal ça. Pour les remboursements, on en a parlé. J'essaie de voir s'il y a d'autres choses. Il y a juste le coût du système de boucle fermée hybride. En fait, système fermé, en fait, c'est le même coût d'une pompe à insuline. C'est juste qu'il faut prendre en compte que là, c'est obligatoire qu'on ait le capteur de glycémie en continu. Alors, pour l'exemple de Medtronic, il faudrait acheter le Guardian 3 en plus. Pour la Tandem avec le Control IQ, le Dexcom est maintenant couvert par la RAMQ.
Ok, je pense qu'on a fait un bon tour des questions. N'hésitez pas à en parler autour de vous, de ces webinaires-là. On espère vraiment en tout cas que ça vous apporte de l'information, que ça répond à certaines questions. J'imagine qu'il y a certaines personnes qui attendaient plus de quelque chose ou plus de l'autre. On essaye vraiment là de donner ça pour répondre à la majorité des gens. C'est pas mal ça. On vous envoie donc l'enregistrement cet après-midi ou demain ou plus tard. Et puis, on espère vous voir au prochain webinaire. Marie, avais-tu quelque chose à rajouter? Non, je pense que ça va parce on est déjà à 1h15, alors on ne va pas prendre plus de temps. Merci encore de nous avoir écoutés pendant tout ce temps-là. Merci, bonne journée à tout le monde.